Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Face à l'escalade des violences dans l'axe Camagnola-Ouvira, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni ce mardi le membre clé du gouvernement impliqué dans les accords de Washington ainsi que le VPM de l'Intérieur et de la Défense. Objectif, activer une riposte urgente contre les attaques venues du Rwanda, coordonner la protection des civils et renforcer l'action sécuritaire et humanitaire sur le terrain. Le gouvernement condamne la régionalisation du conflit et réaffirme son attachement aux engagements de Washington. Suivez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. D'abord que nous suivons de près la situation sur le terrain, spécifiquement dans la province du Sud Kivu, axe Kamanyola-Ouvira. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'armée a communiqué pour dire qu'il y a des bombes qui sont parties de Bugarama au Rwanda, qui sont tombées sur des cibles, notamment civiles. Et la réunion de ce matin avec la première ministre, bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington, c'est de regarder, parce qu'il y a des rapports, notamment du CICR et des organisations humanitaires qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes. Et donc, il était important pour la première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi les lieux d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'arranger, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller très vivement tous nos compatriotes qui sont particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous parlons souvent du poison rwandais. Il faut faire très très attention sur tout ce qui circule. Nous sommes engagés dans un devoir de redevabilité. Nous viendrons donner les tableaux généraux de la situation. Vous savez que nos militaires sont engagés sur plusieurs fronts et que la situation sur le front peut être mouvante, et donc il ne faut pas suivre tout ce qui est donné. Vous connaissez par qui et par quel compte passent les poisons rwandais. Il est important que nos populations puissent être vigilantes et puissent se référer aux canaux officiels à travers lesquels nous allons communiquer. Je tiens à apporter cette précision parce que c'est crucial en ce moment où la manipulation peut à elle seule s'aimer la panique au milieu de nos populations. Durant la réunion que nous avons eue avec la première ministre, nous avons eu l'occasion d'échanger notamment avec le gouverneur de province et différents services provinciaux qui sont particulièrement mobilisés pour suivre pas à pas et nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Donc, le moment venu, nous y reviendrons. L'accord n'est pas respecté justement parce que c'est de la responsabilité du président rwandais. Je viens de vous dire que le Rwanda veut régionaliser la guerre, parce que l'objectif, c'est plus seulement les territoires congolais, l'objectif, c'est clairement le Burundi. Et donc, il est évident qu'une telle posture contrarie totalement toutes les déclarations qui ont été faites devant l'émissaire américain il n'y a même pas encore une semaine. C'est pour ça que le médiateur est particulièrement interpellé pour voir dans quelle mesure on peut mettre fin à toutes ces attitudes inutilement belliqueuses du Prince Epengue, porte-parole de la Mouka, aujourd'hui deuxième vice-président de cette coalition, estime que le président Félix Tshisekedi a à demi-mot reconnu le chèque de l'accord de Washington lors de son discours sur l'état de la nation, dénonçant l'absence de cessez-le-feu et d'engagement concret de la part de Paul Kagame, ce qui justifie la chute d'Ouvira. Il affirme que la République démocratique du Congo reste sous les bombes rwandaises. Pour la Mouka, seule une véritable unité nationale et l'ouverture d'un dialogue interne peuvent encore sauver le pays. On l'écoute, c'était lors de l'émission Tac au Tac.
c'est un discours sur l'état d'une partie de la nation. Parce que Félix ne contrôle plus toute la nation. Il contrôle une partie de la nation. Donc c'est un discours sur l'état d'une partie de la nation. En effet, il n'a pas parlé de Goma. Il n'a pas parlé de Bukavu. Est-ce qu'il a parlé de combien d'écoles construites à Bukavu? Il a parlé de combien de ports construits à Uvira, plutôt à Goma. Il a parlé de comment les gens mangent à Uvira. Il a parlé de l'électricité, de cette électricité à Goma et Bukavu ou à Minova. Non, parce qu'il ne contrôle pas. Première remarque. Donc, moi, j'étais à la place de Félix Tshisekedi. Rien qu'en écrivant ce discours, j'allais constater que, bon, il y a une partie de mon pays qui n'est pas sur la carte des politiques générales que je voudrais annoncer. Les discours de Félix Tshisekedi, c'était alerter les Congolais sur les dangers. Je ne comprenais pas pourquoi les gens acclamaient en temps et à contre-temps. Parce que moi, quand j'ai suivi ce discours-là, moi, ça m'a inspiré la paix. Mais les autres étaient en train d'acclamer. J'ai vu des mamans qui parlaient. Ce n'est pas la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible, cette affaire-là. La réalité va nous rappeler nous tous. Les relations que nous avons, la longue relation que nous avons, diplomatique que nous avons avec les États-Unis, ceux qui sont partis négocier, on a envoyé des fanatiques. On a envoyé des gens pour l'argent. On a envoyé des amis et connaissances négocier avec l'Amérique. On a envoyé des gens qui ne connaissent rien du Rwanda et des relations tumultueuses que nous avons avec eux. Les gens qu'on a envoyés n'ont pas négocié, n'ont rien gagné pour le Congo. Je vais vous démontrer ce que le Congo a perdu, ce que le Rwanda a gagné et ce que l'Amérique a gagné. Allez-y. On a appelé ça accord de paix. Oui. Ça veut dire qu'on devait avoir la paix. Mais ce qui vient de se passer au Vira, c'est la paix qu'on a eue. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans Félix Tshisekedi. Ce qui se passe autour de Félix Tshisekedi. Mais en tout cas, après avoir vu Félix diriger pendant 7 ans, je peux dire, sans le moindre doute, que Félix Tshisekedi a besoin que les gens s'alignent derrière lui. Il n'a pas besoin d'alliés. Tous au Kosayo. Vous serez les seuls responsables. Il n'est pas encore tard. Nous vous avons dit, convoquer un dialogue. Les conseillers, tout le monde, les fanatiques vous ont dit, pas de dialogue. À un moment donné, j'ai l'impression que ce ne sera plus le dialogue qu'on va demander. Le temps vient et certainement le temps est venu, les gens vont demander votre départ. Les mêmes qui vous ont acclamé au Parlement ont acclamé Mobutu, ont acclamé Kabila. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Appelez les catholiques, appelez les pasteurs, sauvons ceux qui peuvent encore l'être. On peut encore sauver l'unité du pays de Lumumba. Nous sommes les mercredis aujourd'hui. Que demain jeudi, appelez les catholiques. Dites à ces gens-là, dites à l'ECC, c'est vrai, j'ai beaucoup traîné les pieds, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je vous donne le pouvoir d'appeler tout le monde et que tout le monde vienne pour que l'on parle. Sinon, vous serez les seuls responsables de la balkanisation de notre pays. Exploitation minière au Lualaba face à la montée des tensions entre créateurs artisanaux et sociétés minières. La gouverneure Fifi Masuka a été reçue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Objectif, dégager des pistes de solutions pour apaiser les conflits. Regardez. Depuis quelque temps, une tension est observée sur des sites des sociétés minières privées de la province de Lualaba à cause de la présence des creuseurs artisanaux. Préoccupée par cette situation, la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka, est venue faire part au chef de l'État de cette situation et obtenir du garant de la nation des orientations pour apaiser la tension. La gouverneure du Lualaba a affirmé avoir proposé au chef de l'État une feuille de route dans le souci de trouver des solutions afin de caser tous les artisanaux qui envahissent des sites miniers privés. L'artisanat en RDC, c'est une activité qui est légale, mais ils ne doivent pas être dans les sites qui sont les sites
des sociétés privées, ils doivent être dans les zones d'exploitation artisanale. Et le travail est en train de se faire par les instructions du président de la République. Nous faisons un travail avec le ministre de Mines, avec le conseiller, avec les directeurs des CAMI pour trouver très très rapidement la solution par rapport à tous ces artisanaux qui envahissent les sites privés. Sur instruction du chef de l'État, affirme-t-elle, un travail est réalisé actuellement avec toutes les parties prenantes, notamment les ministres des Mines, pour trouver très rapidement la solution relative à cette situation. Madame Fifi Masuka a tenu à préciser que le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et de petite échelle, SAEMAP, qui est le service gouvernemental de la RDC dédié au soutien aux mineurs de cette catégorie, et un partenaire clé de l'ITS-CI sur le terrain. Le travail s'est fait avec tout le monde. Les DG de SAEMAP étant sous la direction du ministre de Mines, le ministre des tutelles, et c'est lui qui participe au niveau de la réunion dont lui-même l'autorité suprême l'a décidé. C'est le ministre de Mines, c'est les directeurs généraux de CAMI, c'est la province, ainsi que le conseiller qui sont en train de travailler, les DG de la GECAMINE. Au besoin, on associe pour information les autres services dont SAEMAP, mais tout se déroule très très bien. Nous pensons dans un bref délai, nous allons trouver des solutions afin que la SAEMAP qui est en charge des artisanaux puisse bien guider tous ces artisanaux, ainsi que la province, afin de pouvoir sécuriser la province du Lualaba. En attendant une issue définitive, une très grande partie des creuseurs artisanaux qui occupaient illégalement les sites des sociétés minières privées, notamment celui des KCC, ont été dégagés. La Chambre haute du Parlement a voté mardi 9 décembre 2025 le projet de loi portant réédition des comptes pour l'exercice 2024. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement afin de corriger les anomalies constatées dans l'exécution de ce budget. Fabrice Lukamba et Alain Bianga nous en parlent. Sur 109 sénateurs qui composent les Sénats, 73 ont voté les projets de loi portant réédition des comptes de la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023, tel qu'est modifié par la loi des finances rectificative numéro 24/009 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2024. Cependant, le Sénat a, à travers la commission ECOFIN, formulé plusieurs recommandations au gouvernement afin de corriger les anomalies décelées par la Cour des comptes dans l'exécution de ces budgets. Parmi ces anomalies, il y a par exemple la non-déconcentration de l'ordonnancement en faveur du ministère pilote. Il a été recommandé au gouvernement notamment plus d'efforts en vue de la mise en place des mécanismes d'une gestion budgétaire plus efficace et pour la fiabilité des données contenues dans les projets de loi portant reddition des comptes. Et pour l'exercice 2024, le Sénat a aussi demandé au gouvernement de respecter les délais de dépôt du projet de loi portant reddition des comptes. Cette loi votée sera transmise au président de la République pour sa promulgation. La République démocratique du Congo a pris part le lundi 8 décembre 2025 à l'investiture du président ivoirien Alassane Ouattara, représenté par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. Un geste qui témoigne de la solidité des relations entre Kinshasa et Abidjan et de l'engagement congolais en faveur de la coopération régionale. On écoute les speakers de la Chambre basse du Parlement. Je voudrais également, comme l'ont fait mes prédécesseurs, transmettre nos amitiés, les amitiés du peuple congolais au peuple ivoirien, tout en rappelant que les relations d'amitié entre nos deux pays datent de l'époque des années 60. Donc nous sommes deux pays frères, deux pays amis. Et ce que nous sommes venus faire ici ne traduit que
cette amitié solide qui lie nos deux pays. Donc j'ai eu le privilège de représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cérémonie d'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui vient d'être brillamment élu. C'est pour nous un moment important dans la mesure où pour le peuple ivoirien, le peuple ami ivoirien, il représente une nouvelle étape, mais aussi s'inscrit dans la logique de la continuité des actions qui ont été menées et dont certaines viennent d'être évoquées par mon collègue du Maroc, sous la présidence du président Alassane Ouattara. Ces développements, ces processus de développement qui va se poursuivre au cours de ce mandat. Et tout à l'heure, j'ai eu le privilège d'être associé à une réunion qui nous a rassemblés avec mes collègues de la France, du Maroc, à l'initiative du collègue président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. C'est ma première visite ici. Et autour de la table, on a évoqué certaines questions d'intérêt commun. Nous sommes tous parlementaires et nos pays font face à plusieurs défis communs, que ce soit les défis environnementaux. Pour nous en Afrique, il y a encore des défis de la bonne gouvernance. Et pour la RDC, de manière particulière, nous avons la question de l'insécurité à l'Est. Et donc, nous nous sommes convenus que nous pouvons agir ensemble, nous rapprocher davantage et agir ensemble pour avancer dans les réponses à ces différents défis. Par exemple, aujourd'hui, l'Est de mon pays fait face à une guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Et donc, à travers nos parlements respectifs, nous pouvons, donc à travers la diplomatie parlementaire, agir pour amener le Rwanda à cesser de bombarder les civils au Congo, comme c'est le cas depuis 2-3 jours, mais aussi à faire avancer la paix qui va bénéficier non seulement la RDC, le Rwanda, mais toute la région du Grand Lac. Donc j'ai lancé un appel à mes collègues, à mes homologues, et nous nous sommes accordés qu'on va avancer sur ces agendas qui concernent la paix qui nous concerne tous, mais aussi sur des autres questions d'intérêt commun. L'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation en collaboration avec l'UNESCO a organisé un atelier de présentation, validation politique du rapport de l'étude diagnostique de l'enseignement ouvert et à distance pour l'enseignement supérieur et universitaire. Ces assises ont eu lieu ce mardi 9 décembre 2025 en la salle Makutano de l'hôtel Sulutani. Peter nous file là pour les détails. Être sur la même diapason avec les restes du monde en ce qui concerne l'enseignement ouvert et à distance. Pour y arriver, une étude diagnostique était plus que nécessaire pour déceler les forces et les faiblesses du système éducatif actuel. Les résultats de cette étude est en ce jour présenté au ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Isaias Barreto, directeur pays de l'UNESCO RDC, parle ici de son importance. Le rapport que nous validons aujourd'hui marque une étape déterminante dans l'ambition de modernisation et de résilience du système éducatif congolais. Il ne s'agit pas simplement d'un diagnostic technique. Il constitue une véritable feuille de route stratégique fondée sur des données probantes qui accompagnent pleinement la vision portée par le gouvernement et en particulier par vous, Excellence Madame la Ministre, pour un enseignement supérieur plus inclusif, plus équitable et plus résilient, en parfaite cohérence avec l'objectif de développement durable 4 et le plan national du numérique. Pour Marie-Thérèse Sombo Ayane, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, il est temps de révolutionner le système éducatif congolais, s'est-elle exprimée. Ce projet qui porte sur l'enseignement ouvert et à distance, EOD en sigle, est une pierre angulaire dans la réalisation de la vision de chef de l'État, président de la République, grand chancelier des universités
et instituts supérieurs, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est dénoté que le rapport de l'étude diagnostique a été remis à la ministre à la fin de la cérémonie. Ancré dans le décret du 12 novembre 2025, le programme Excellencia incarne la volonté du gouvernement congolais de promouvoir l'excellence, former une élite responsable et garantir l'égalité des chances. Le 6 décembre, les lauréats ont été rappelés à leur mérite et à la responsabilité qui leur incombe. La présence des ministres de l'ESU et de l'Éducation nationale a renforcé le caractère stratégique de cette initiative pour l'avenir du pays. Suivez ces images sans commentaire. Je réponds au nom de Tchaladi Koucharon, étudiant à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. J'ai étudié au lycée Madame de Sévigné et obtenu un score de 80%. La République nous a donné une occasion, nous qui avons fait 80%, d'être des boursiers 2025. Donc je suis ici pour tenter ma chance. Et c'est ces tests-là que je suis venu passer afin d'obtenir la bourse puis remise par le gouvernement congolais. Je tiens à obtenir cette bourse parce que ça va m'aider à alléger un peu mes parents concernant le frais. Pour moi, c'est une chance de réaliser mon rêve, de devenir ingénieur en bâtiment. Donc, je me suis battu depuis que je suis en première HP pour obtenir le minimum de pourcentage requis pour être éligible au test. Et maintenant, je sens que je suis tout proche de réaliser mon rêve. Vous avez été sélectionné selon vos compétences pour bénéficier d'une bourse, de faire de bonnes études et d'avoir l'accompagnement, le soutien de l'État congolais et du gouvernement. Donc, on vous souhaite bonne chance. On espère que ça va bien se passer pour vous. Vous allez réussir et que vous allez faire un bénéfice utile de tous ces moyens que l'État congolais va mettre à votre disposition pour être des bons diplômés dans différents domaines et servir l'État congolais aussi. Je ne peux que vous demander d'être concentré. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Travaillez de façon consciencieuse. L'avenir est à vous. La République démocratique du Congo est à vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également notre gouvernement et notre pays. Le 9 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la corruption, l'occasion de rappeler l'impact destructeur de ce fléau sur la bonne gouvernance, la justice sociale et le développement durable. En République démocratique du Congo, comme ailleurs, cette journée sonne comme un appel à l'action collective pour renforcer la transparence, promouvoir l'intégrité dans la gestion publique et restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens. Suivez. La journée mondiale de lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre, est bien plus qu'un simple rendez-vous symbolique. C'est un moment fort de réflexion et d'engagement collectif. La corruption, dans toutes ses formes, gangrène les institutions, affaiblit la justice, freine le développement économique et accentue les inégalités sociales. En République démocratique du Congo, malgré quelques avancées juridiques et institutionnelles, le phénomène reste préoccupant, notamment dans les secteurs de la justice, des marchés publics, de l'administration et des ressources naturelles. Cette journée rappelle que la lutte contre la corruption n'est pas seulement l'affaire des États ou de gouvernements, mais de toute la société, citoyens, médias, entreprises, ONG. Chacun a un rôle à jouer dans la dénonciation, la prévention et la promotion d'une culture d'intégrité.
Il est urgent de renforcer les mécanismes de contrôle, de garantir la protection des lanceurs d'alerte, d'assurer une justice impartiale et surtout de faire preuve de volonté politique ferme. Dans un contexte mondial marqué par des crises multiples, la transparence et la bonne gouvernance doivent être érigées en piliers de toute politique publique. La corruption n'est pas une fatalité, mais un choix auquel on peut collectivement dire non. Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, a abrité ce mardi 9 décembre 2025 le forum sur la recevabilité et le financement des projets de province. Il s'est agi des échanges ayant permis de comprendre l'évolution des travaux sur différents chantiers. Suivez. C'est à l'initiative du gouvernement provincial du Nord Kivu que ce forum provincial sur la redevabilité et le financement des projets du Nord Kivu a été organisé. Ce, en vue de promouvoir la redevabilité et la transparence dans l'utilisation des fonds publics et à mobiliser les ressources financières indispensables pour le développement du Nord Kivu, qui constitue l'un des 3 piliers de la gouvernance du général-major Évariste Somo. Parmi les projets phares du gouvernement provincial, en cours d'exécution, figure la construction des 2 aéroports et de plus de 100 ponts, la modernisation des voiries urbaines et la réhabilitation des routes d'interconnexion provinciale ainsi que des routes de desserte agricole. Ils sont exécutés par des entreprises congolaises avec comme conséquence la création de plusieurs centaines d'emplois pour des filles et des fils du Nord Kivu. Nous estimons qu'avec ce rythme de théorie sur la redevabilité, nous sommes contraints d'améliorer les travaux que nous sommes en train de faire. Tous ces projets sont financés exclusivement par le gouvernement provincial du Nord Kivu avec des taxes légales et conventionnelles dans le cadre du partenariat public-privé. Il n'y a pas de taxes qui ont été créées. Moins encore des taxes imposées sur les agriculteurs. Non. Donc c'est une contribution des opérateurs économiques pour soutenir notre pays comme des bons patriotes, c'est ça. Mais il n'y a pas vraiment de taxes qui ont été créées. Face aux nombreux défis de financement liés notamment à l'insécurité et la guerre qui déchirent le Nord Kivu, les députés provinciaux plaident pour un appui du pouvoir central afin de permettre au gouvernement provincial de matérialiser ces projets qui sont à l'intérêt des populations congolaises en général et du Nord Kivu en particulier. Je dirais que ce sont des bonnes initiatives, mais ma crainte reste au niveau des financements en fait. Parce que nous connaissons nous tous ce que traverse la province du Nord Kivu vis-à-vis d'abord du financement au niveau de la province. Et je continuerai toujours à plaider au niveau de Kinshasa, les autorités de Kinshasa, d'envoyer des rétrocessions pour la province du Nord Kivu. Ce sont des projets très très ambitieux. À noter que ce forum a chuté par le lancement des travaux de bétonnage de l'avenue Nyamwisi au quartier Boïken dans la ville de Béni, un autre projet du gouvernement provincial. Page internationale à présent, le M23 soutenu par le Rwanda et son armée a pénétré mardi dans les faubourgs d'Uvira, ville stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo, située aux portes du Burundi voisin, mettant à mal un accord pour la paix récemment entériné sous les auspices. La suite avec nos confrères de France 24. Suivez. La ligne de front s'étend sur l'axe Senge-Uvira, Uvira qui est devenue la capitale du Sud Kivu depuis la chute de Bukavu en février dernier. De nombreux tirs d'obus et de drones ont été signalés dans la zone. Selon plusieurs sources locales, les rebelles de la FCM23, appuyés par des troupes rwandaises, ont pris le contrôle de plusieurs localités comme Luvungi, poste avancé des forces armées congolaises. De son côté, la FCM23 accuse le Burundi qui combat aux côtés de l'armée congolaise d'avoir lancé des offensives méthodiques contre ces positions. Alors ces combats ont provoqué la fuite de plus de 200 000 personnes ces derniers jours et la mort d'au moins 74 civils selon les Nations Unies. Alors face à cette montée de tension dans l'Est congolais, le président Félix Tshisekedi a accusé Kigali de violer ses engagements pris à Washington lors de la signature de l'accord de paix. Et la revue de presse, c'est tout de suite.
Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Retombée de la réunion d'urgence hier à la primature, Kinshasa accuse Kigali de vouloir régionaliser le conflit, titre Forum des As. Selon le confrère, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue de se dégrader et le gouvernement se mobilise à l'issue d'une réunion d'urgence présidée hier mardi par la première ministre. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a livré un état des lieux sombre et préoccupant, appelant à la fois à la vigilance, à la responsabilité et au sursaut diplomatique. Deal minéré contre sécurité, pourtant la guerre continue, une certaine opinion demande aux États-Unis de réagir rapidement. Écrit la référence plus. Alors que la République démocratique du Congo a accepté de bonne foi de signer un accord stratégique avec les États-Unis, des Congolais s'étonnent du silence de Donald Trump face aux tueries perpétrées par le Rwanda qui a bombardé des localités congolaises à partir de Bugarama. La question que les Congolais lambda se posent, qui fournit les drones kamikazes qui ont tué à Luvungi, Sange, Lubarika, si ce ne sont pas les multinationales anglo-saxonnes installées à Kigali? RDC, une diplomatie ambitieuse mais fragile face au feu, écrit pour sa part le potentiel. L'accord de Washington, présenté comme une avancée majeure dans la coopération militaire entre Kinshasa et les États-Unis, a suscité un vif intérêt au sein de l'opinion congolaise. Pour beaucoup, il symbolise le début d'un réalignement stratégique face à l'agression rwandaise. Ce partenariat introduit un engagement américain en matière de formation militaire, de renseignement et de lutte antiterroriste. Terminons cette revue par Info 27 qui écrit « Sud Kivu, Washington et l'Europe somment le Rwanda et le M23 de cesser les attaques. » Selon le graphique, la tension remonte d'un cran dans l'Est congolais face à la nouvelle offensive du M23 appuyée par le Rwanda. Selon plusieurs chancelleries occidentales, autour de Vera, les gouvernements américains, européens et britanniques réunis au sein du groupe de contact international pour la région de Grand Lac tirent une sonnette d'alarme inhabituelle. Washington et l'Europe somment le Rwanda et le M23 de cesser les attaques. Bonsoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.